et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur wannabe qui va craquer, et mes co-scénaristes sont... Alistair, c'est mon premier Kinopod et je craque déjà. Francis Weber, à force de venir dans ce podcast, je vais craquer. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Je vais craquer, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, et pour l'un d'entre vous de t'accueillir avec joie pour la première fois dans l'émission, un vieux schnock et un jeune schnock, le vieux, Alistair, homme de la Renaissance, musicien, écrivain, co-rédacteur en chef du grand magazine du même nom, et le jeune, Francis Weber, mon père, un homme sur lequel le temps n'a pas de prise. Attends, je remets mon dentier, tu sais. Une sorte de Dorian Gray français, désormais un habitué de l'émission et qui est en train de marquer l'histoire du podcast comme celle du 7e art. Mais résumons sans plus tarder le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Jérôme Ozandron, jeune cadre dynamique, marié, père de 2 enfants, rêve de devenir un écrivain, pour échapper à une vie qu'il juge médiocre. Sa rencontre avec un ancien camarade devenu acteur va le faire côtoyer le milieu du spectacle. Il va quitter son emploi pour se consacrer à l'écriture d'un roman, mais les choses ne vont pas se passer exactement comme il l'imagine. Alors, tout d'abord, avant que Francis nous raconte son amitié avec Gérard Lauzier, le scénariste du film, je voudrais te poser une question, Alistair. Pourquoi je vais craquer ? Pourquoi je vais craquer ? Alors, déjà, c'est la première chronique ciné que j'ai fait pour le premier numéro de Schnock de 2011, avec en couverture Jean-Pierre Mariel. Ouais. Le film était déjà indisponible à l'époque en DVD et ne passait déjà plus beaucoup à la télévision. Et une des raisons pour lesquelles on a commencé cette revue, c'est finalement ce genre de phénomène. Ouais. Voilà, plus généralement, c'est un film que j'ai découvert au milieu des années 80, qui passait régulièrement en prime time sur Antenne 2, sur Refaire 3. Absolument. Je pense sur Refaire 3 surtout, c'était une coprode. Et c'est un film qui nous faisait hurler de rire avec mon frère notamment. Pourquoi ça ? On sait pas après. Hein. C'était pas des considérations qui pouvaient intéresser des enfants ou des adolescents. C'est un film qui se passe dans un milieu social, CSP+, des gens qui travaillent à la défense. Enfin, je ne sais pas ce qui nous a fascinés dans ce film. Sans doute aussi des codes sociaux qui nous faisaient marrer. Et Clavier, quoi. Clavier qui était déjà à l'époque... Extraordinaire, Clavier, ouais. C'était le Splendide et tout ça. Après, le fait que ce film a un peu disparu des radars et continue à me poser des questions. Ça fait 12 ans que j'ai écrit ce papier, qui devait finir par on attend une réédition DVD. C'était il y a 12 ans. C'est pas... il y a des films qui ont le droit à cet honneur, qui sont bien moins bons. Je veux dire, il y a... Tu avais lu la bande dessinée de Lauzier, La course du rat ? Non, je l'ai lu après. Ouais. Je l'ai lu après par curiosité pour comparer. D'ailleurs, on pourra en parler. T'as vu, le personnage ne ressemble pas du tout à Clavier dans la BD. Francis, tu avais lu la BD, toi, La course du rat ? Oui, bien sûr. Ouais. Et Gérard, t'avais parlé du film à l'époque ? Tu vas nous parler un petit peu de ton amitié avec Gérard Lauzier ? Je pense qu'il m'en avait parlé, mais il a fait tellement de choses que je ne me rappelle pas particulièrement de ça. D'ailleurs, j'avais oublié beaucoup du film. Je l'ai revu hier, par tes bons soins d'ailleurs. Et j'avais vraiment oublié beaucoup du film parce que finalement, c'est un film qu'on peut oublier dans la mesure où c'est épisodique et on va toujours dans le même sens. Ouais. Alors, une fois que tu as compris que le type, il va se perdre dans cette histoire, ça passe plus vite que les films où tu te poses toujours une question sur le film, tu vois. Tu croyais que c'était Gérard qui l'avait mis en scène, d'ailleurs, tu te rappelles ? Oui, j'ai pensé ça. C'est Leterrier, en fait. Voilà, c'est François Leterrier qui était acteur lui-même, tu sais, qui avait joué dans Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson. Ah, c'est lui. C'est dommage qu'il soit échappé. Et qui est le père de Louis Leterrier, qui a fait une extraordinaire carrière à Hollywood, contrairement à d'autres fils d'eux dont on ne mentionnera pas, qui font des podcasts, je dirais. Un indice, simplement. Mais quelle famille, dis donc, la famille Leterrier. Ouais, parce qu'il a fait le Transporteur pour Besson, il a fait Hulk, il a fait les Fast and Furious, il a fait le 10 et le 11 qui va sortir bientôt, donc c'est... Leterrier, le fils. Le fils, bon, celui qui a fait Je vais craquer ? Non, ça c'est le père, justement, qui était acteur pour Bresson. Et qui fera... une espèce de suite de Je vais craquer qui s'appelle Les Babacous. C'est ça. Il y a un autre titre ridicule. Je me suis demandé s'il y avait un rapport effectivement entre les deux films parce que c'est un peu la version campagnarde de Je vais craquer, je trouve Les Babacous. Hein, d'accord. Mais moi, efficace. Ouais. Je sais pas très bien si vous aimez Je vais craquer ou j'ai pas compris votre.
C'est-à-dire que je ne sais pas comment dire ça. Moi, j'aime beaucoup Lauzier et les bandes dessinées de Lauzier. Et le film n'a pas apporté grand-chose, à part Clavier, qui est tellement plus intéressant que quand il a commencé à ne pas savoir ce qu'il a fait au bon Dieu, je trouve. Quoi que j'aime Attention, j'invite De Chevron dans l'émission dans quelques jours. J'ai corrigé en disant quoi que j'aime beaucoup le film, si tu veux. Ouais. Mais il est passé par le difficile entre-gens de Gérard Houry, qui a voulu en faire un De Funès, dans La soif de l'or et tous ces trucs-là. Et là, il a commencé à outrer son jeu, alors que c'est un acteur beaucoup plus fin que ça. Et ensuite, il est arrivé sur De Chevron, où il est passé dans le best-seller, tu vois. Ouais. Et il a perdu un peu de son âme et gagné un peu plus d'argent. Ah ouais, parce qu'on a fait... En fait, c'est marrant parce qu'il revient souvent dans le podcast. Il revient souvent dans le podcast, parce qu'on a fait récemment Le Père Noël est une ordure. Il a d'abord énormément travaillé. Ouais. Et en même temps, il a le talent pour, je veux dire. C'est quelqu'un qui... il est c'est extraordinaire. un drôle de personnage, Clavier. Je le connais un peu. Ouais. C'est un type torturé, tu vois. Ouais. Alors, tu me diras quel acteur n'est pas torturé. Tu as raison, comme d'habitude. Type qui fait le dialogue tout seul. Bon. Bah moi, comme toi, j'ai revu le film il y a quelques jours. J'adorais aussi le film quand j'étais petit avec mon frère. On le regardait à la télévision et j'ai été frappé par la noirceur du film à l'époque et encore aujourd'hui. C'est un film qui est vraiment cruel, qui fait penser aux grandes comédies italiennes, tu sais, où il n'y a pas beaucoup de rédemption pour personne et personne n'est véritablement très sympathique dans le film non plus. Et bizarrement, je trouve que, je pense que Francis Weber ne me contredira pas, mais la méchanceté vieillit bien. Il y a une espèce de ton comme ça. J'en suis une image. Ouais. Il est méchant, Monsieur Brochant. Ouais, Là où je suis d'accord avec vous, on ne sait pas très bien pourquoi les enfants accueillent, comme vous l'avez fait avec votre frère, un film qui apparemment est dédié aux adultes. Et moi, il m'est arrivé la même chose avec le dîner de cons. C'est-à-dire que pour moi, le dîner de cons, c'est quoi? C'est l'histoire d'un adultère et d'un contrôle fiscal. Il n'y a rien d'enfantin dans tout ça. Et paraît-il, les enfants, dans les cours, disent... champion du monde, la boulette, etc. Et ça a très bien marché auprès des enfants aussi. Et là, c'est un mystère pour l'auteur. Hein. Le film a un point commun avec tes films. 1h23. C'est tellement heureux, c'est merveilleux ça. Aujourd'hui, tous les films font 2h40. Mais Dupieux a fait 1h07 là. C'est vrai? Ouais. Avec Yannick, c'est ça Non, Dupieux, c'est le dernier film qu'il a fait. Oui, c'est ça, son film s'appelle Yannick, je crois. C'est 1h07 1h07. C'est un moyen métrage en fait. Il n'est pas loin du moyen métrage. Tu me tentes là, effectivement, mais là c'était une bouffée de fraîcheur tout d'un coup d'avoir un film qui fait 1h23 et il y a 10 minutes de trop, il y a un ventre mou. Non, je déconne. Moi j'ai trouvé la nouvelle la plus courte, j'écris des nouvelles pour m'amuser, j'ai trouvé la nouvelle la plus courte que j'ai jamais écrite. Elle fait 3 lignes à peu près, et je vous la raconte parce qu'elle est courte. C'est un gynécologue qui accouche une femme, il prend le bébé comme ça, il fait un faux pas et le bébé tombe sur le carrelage de la clinique. Et en 1 seconde, le bébé revoit toute sa vie. Et voilà, la nouvelle la plus courte. J'ai été frappé en redécouvrant le film à quel point Clavier est jeune. T'as vu, c'est incroyable. Parce maintenant, il est beau. Ah ouais, non mais je veux dire, il a du charme. Il ressemble un petit peu à Yves Saint-Laurent avec sa coiffure et ses lunettes au début du film. Mais il est mince, effectivement. Il y a presque un truc Woody Allenien chez lui dans ce film-là. Et bon, on va pas redire ce qu'a très bien dit Francis Weber sur le parcours de Christian Clavier, mais il avait un truc à jouer, je pense, à cette époque-là, dans ce registre-là, qu'il a sans doute pas voulu faire. Mais c'est dommage, parce qu'il était hyper crédible dans ce côté un peu... Woody Allenien français, quoi. Voilà, mais je trouve qu'il a une classe internationale et américaine. Moi, il m'a fait penser à Griffin Dunne dans After Hours, tu sais, ces films. Voilà, un très bon exemple. Ou même, c'est marrant parce que par 2 fois, j'ai pensé à Kubrick. L'émission est très fan de Kubrick. C'est d'abord cet écrivain raté, qui est une espèce de Jack Torrance dans The Shining, tu vois, le type qui, avec sa famille qui lui pèse comme ça. Et surtout, Eyes Wide Shut, ce type qui veut appartenir à un milieu et qui est inadéquat. C'est un film sur l'inadéquation, si tu veux. Et j'ai trouvé qu'il m'a fait penser à Tom Cruise dans Eyes Wide Shut. Kubrick. Pardon. Non. Kubrick, oui. Moi, ce qui m'a surpris surtout, c'est que le personnage là, c'est pas du tout ma façon de procéder. C'est-à-dire que c'est pas un pignon au départ. Non. C'est un type qui réussit plutôt bien dans la vente, le commerce, etc. Qui a une belle voiture, qui a une famille, etc. Un bel appartement. C'est étonnant d'ailleurs parce que il est méchant. C'est-à-dire qu'il est très méchant avec Anémone. Anémone, il est méchant avec sa femme, avec Nathalie Baye. Il est méchant. C'est-à-dire qu'il est sexuel en même temps. C'est le contraire d'un pignon. C'est-à-dire, moi, je pensais que le pignon, comme ça, allait se heurter à un monde qui n'est pas le sien
et éventuellement gagner. Ouais. Là, il se heurte à un monde qui est presque aussi méchant que lui. Ouais. Et à la fin, ma foi, il est puni parce qu'il se retrouve avec la femme qui l'a poursuivi. C'est vrai. Donc, c'est des codes inversés, là, pour moi, tu vois. Et il y a un truc intéressant. Alors là, on va revenir au phénomène d'adaptation, parce que moi, j'ai pas revu le film pour garder mes souvenirs. Mais en revanche, j'ai relu la BD hier. Cool. Et le film est très, très, très fidèle à la BD. Hein. Il y a même des répliques entières qui sont reprises de Lausier. Donc, sur l'infibulation, notamment. C'est-à-dire, c'est tellement du Lausier, ça. Quand ces 3 gonzesses atroces, là, les bonnes femmes, quand il amène Anémone chez elles, elles commencent à expliquer l'excision chez les femmes. L'infibulation, c'est atroce. Et ça, c'est du Lausier. Et il y a une autre réplique qui est un peu dans cet ordre-là, que j'adore dans le film, c'est quand Nathalie Baye, avant de passer à l'acte sexuel avec Clavier, lui dit « Attends, je vais aller changer mon stérilet. » Le gynéco m'a conseillé autre chose. Et Clavier dit « On nage en plein érotisme. » Vraiment, mais il fume au lit en plus. Ouais. Et il a tous les défauts, cet homme-là. C'est marrant. C'est stricto sensu ce qu'il y a dans la BD. La méchanceté de ses voix off, quand il a cette pauvre Anémone, qui est remarquable. Pourquoi elle est remarquable? Parce qu'elle joue un peu le rôle qu'elle jouait dans Le Père Noël est une ordure, c'est-à-dire une zozo comme ça. Mais en même temps, il y a un tel désarroi. Mais elle est jolie, on n'arrête pas de dire qu'elle est monstrueuse physiquement, alors qu'elle est plutôt jolie. Elle n'est pas assez laide. C'est ça, on se demande pourquoi elle est avec ce type. C'est comme dans Sunset Boulevard, je trouve que Gloria Swanson n'est pas assez vieille. Et lui est trop vieux, William Holden. Mais parce que, je fais un petit trivia là-dessus, Billy Wilder, que je connaissais, parce qu'il a malheureusement pour lui tourné l'emmerdeur, Buddy, là, m'a dit qu'il a fait une recherche de femmes âgées pour jouer ce rôle de star. Et ils sont notamment allés chez Mae West. Et Mae West, c'était une bonne femme hallucinante, tu vois. Et il dit, pour savoir son âge exactement, il fallait faire comme pour les arbres, c'est-à-dire scier, voir les ronds comme ça. C'est lui couper une jambe et couper une cuisse, tu vois. C'est très drôle. Bon, elle n'était pas possible, elle était parodique. Finalement, il s'est rabattu sur une femme relativement jeune. Gloria Swanson, qui est presque désirable dans le film. C'est-à-dire qu'elle est obligée de jouer à la vieille figée, alors que si elle voulait, elle ferait ce qu'a fait Anémone à la fin, où tout à coup, elle est quasiment jolie à côté de Clavier. Absolument, Là où il y avait une vraie vieille, c'était dans Harold et Maude, où elle était fantastique, Rose Gordon. Ah oui, formidable. Marc Porel, tu as redécouvert Marc Porel dans le rôle. Moi, je le trouve très bien. Tu as trouvé qu'il était un petit peu éteint? C'est pas éteint, si tu veux. C'est que, comme j'ai vécu ça avec Devers, tous ces gens qui s'enfoncent dans leur rôle se désincarnent, c'est-à-dire qu'ils deviennent transparents. Alors que Porel, justement, il est crédible dans ce mec, dans cet acteur. J'ai vu boxer en amateur au Palais des Sports. Devers, tu veux dire? Les deux. Porel aussi. Porel aussi. Oui, c'était un véritable athlète. Tout à coup, il est tombé dans cette shit, tu vois, dans cette merde. Et voilà, il se désincarne. C'est terrible. Il est mort à 34 ans et il y a un truc terrible dans le film, c'est qu'il dit à Eddie Mitchell, tu nous empestes avec ton cigare, pourquoi tu shootes pas de l'héros comme tout le monde, tu vois? Ah ouais, je me rappelle pas. Dans la cuisine, la fameuse scène dans la cuisine où ils détruisent le scénario de Clavier. Un caméo d'Eddie. Ça c'est Kinopod. Bravo, magnifique. Viva. Mais il y a un moment aussi où il fait de la cocaïne, donc effectivement, c'est méta tout d'un coup, tu vois. C'est assez bouleversant. Ils vont chez Castel, ça existe toujours Castel? C'est fou ça. Et moi je suis partenaire depuis très très longtemps. C'est toujours pareil. Enfin, je veux dire, il y a les mêmes gens qui a 40 ans. Castel est mort, Régine est morte. Et moi-même je ne me sens pas très bien. Maureen Kerwin est très belle. Elle est fantastique. Elle joue bien en plus. La blonde. En plus, c'est une époque où on montrait des seins dans les films, donc c'est formidable parce qu'il y a. Là, il y en a. Il y en a. Et c'est pour ça que je me rappelais bien. Il y a un nombre impair, ce qui m'a surpris. Elle est très très belle, Maureen Kerwin, qui jouait aussi dans L'Héritier avec Belmondo. C'est ça, exactement. Qu'elle joue Bunny Godillot, j'ai vu qu'elle était au truc. Ah, je sais pas, peut-être. J'ai pas fait attention. Mais je sais qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Catherine ou Caroline Serre, qui est nue d'ailleurs, qui danse avec Marc Porel. Et il y en a une autre qui. Celle qui joue Malika, justement. Une qui s'appelle Malika. C'est elle, je crois. C'est pas. C'est ça Catherine Serre, je crois, qu'on voit nue en train de danser. Et c'est elle alors. Elle est magnifique, Et c'est vrai que Maureen Kerwin, en plus d'être belle, joue bien, je trouve, parce qu'elle est crédible. Elle est parfaite. C'est une espèce d'Amande Dalire avec une voix très grave. Exactement, Et c'est la caricature. Enfin, c'est la caricature. L'idée qu'on peut se faire de la fille de chez Madame Claude de l'époque. C'est ça, mais elle m'a fait penser à Mireille d'Arc dans Le Téléphone Rose, un petit peu. C'est ce genre de personnage qui est... c'était plus fin de la part de d'Arc, je trouve, dans Le Téléphone Rose. Peut-être le plus beau rôle de femme que tu as écrit. C'est pas parce que c'est bon film, parce que moi je trouve que c'est pas un bon film, je vais craquer. C'est plus fin dans la mesure où elle
elle avait fait le tour de Mondi, tu vois, dans le téléphone rose, mais d'une façon beaucoup plus subtile. C'était pas, dis donc, toi tu m'amuses beaucoup, tu dois bien faire l'amour, etc. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est un film sur, comme on dit, sur la frustration quand même. C'est terrible. Moi, je trouve que s'il avait suivi la logique de son film, à la fin, il se serait suicidé. Je trouve, Clavier, il serait mort. Oui, mais enfin, si tu veux, ça me fait penser à la chanson « J'aurais voulu être un artiste ». C'est-à-dire, c'est un type qui réussit. Et simplement, il a ce rêve que certains peuvent réaliser, tu vois, mais très peu. Tout à coup, le type dit je m'en vais écrire un roman, tu vois. Est-ce que ça se basait sur la vie de Lauzier? Est-ce qu'il avait commencé en étant pas un artiste, entre guillemets? Je vais vous en parler. Vous voulez. Volontiers, parce que c'est maintenant. C'est à toi. Écoute, d'abord, c'était un de mes meilleurs amis, pour ne pas dire mon meilleur ami. Et j'ai été extrêmement triste quand il est mort, parce que je l'ai vu venir, étant donné qu'il avait tellement trop de paquets de cigarettes dans les poumons, que, tu vois, à l'époque, on pouvait fumer dans les restaurants. Et quand on dînait ensemble, il bombardait en permanence, tu vois. C'est-à-dire qu'il allumait cigarette sur cigarette, quels que soient les plats qu'il mangeait. Et je me souviens comment j'ai appris qu'il était très malade. J'ai eu une pneumonie, c'était il y a quelques années, donc, et il y a eu une grippe qui était très dure. Ça s'est terminé en pneumonie. J'étais hospitalisé brièvement et j'étais très fier parce que j'ai rarement été malade et j'arrivais avec ma pneumonie en étendard, comme ça, tu vois. Et je téléphone à Gérard et je lui dis, tu sais, dis donc, je reviens de loin, hein. J'ai eu une pneumonie, là, tu te rends compte, j'étais à l'hôpital et il me répond, moi, j'ai une tumeur cancéreuse au poumon. Waouh. Ouais. Alors là, j'ai été stupéfait, tu vois. Je me suis dit, merde, alors il me barre complètement, là. Mais je savais qu'il allait mourir. Tu l'as vu peu de temps avant sa mort ou... Oui, c'était très triste. Il est venu, on m'a décoré de la Légion d'honneur. Et il est venu, malgré tout. Il était de la couleur de cette table, tu vois. Alors qu'il était beau, on le voit d'ailleurs dans le film, tu sais, il joue aux cartes à un moment, il a un caméo une fois de plus, et il est très séduisant, il avait des beaux cheveux, c'était un vrai sexuel en plus. Et en tout cas, il a eu une existence aventureuse, parce que c'est un type qui est parti pour le Brésil, quand il était très jeune, et il a passé quelques années au Brésil, où il a été soupçonné d'être un révolutionnaire, alors que le malheureux, et il s'est caché ensuite du côté, je sais pas, une petite ville quelconque. Et il a vécu au Brésil en reclus, tu vois. Le Brésil est mentionné beaucoup, d'ailleurs, dans le film. Ah oui, il parlait couramment brésilien. Et il m'a emmené manger des feijoades dans un restaurant brésilien qui avait sur la rive gauche. Et j'ai fait une très grave erreur. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce qu'on me livre une feijoade. Et je ne sais pas s'il y a eu un chaos, il y a pas mal de haricots qui sont tombés dans la voiture. Et cette voiture, ensuite, a senti le P pendant précisément... Oui, parce que ça tourne mal, les haricots. J'ai la même histoire avec... Bud Spencer était aussi... Non, avec Jacques Balutin. Vous vous rappelez de Balutin, oui. Jacques Balutin était un acteur français, donc, qui s'appelait en fait William Buenos. C'est un vrai nom d'acteur, William Buenos. Et il prend Jacques Balutin, ce qui est très curieux. Il l'a fait à l'envers. Il l'a à l'envers. Et il revient de Toulouse, parce qu'il tournait avec ma pièce le contrat, tu vois. Il revient de Toulouse avec un bocal de cassoulet. Ça commence bien. Et on le met dans le placard, mais un peu haut, chez nous, dans la cuisine. Et on l'oublie. Et au bout, je sais pas, de 6 mois, 1 an, on m'a dit, mais Balutin, il nous avait pas apporté un cassoulet, si. On dit à la bonne, qui était très ronde, tu vois, très sympathique, mais alors vraiment, c'était une boule de bowling, tu vois. Et on lui dit, ça vous ennuie, Madame Lamy, c'était adorable. Mamie Louise. Mamie Louise, d'aller chercher le bocal de cassoulet. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, elle monte sur un tabouret. Et elle tombe avec le cassoulet qui explose. Le cassoulet a explosé, tu vois. C'était vraiment alors Soldat Ryan, un P gigantesque. Et on cherchait à la relever, tu vois, parce qu'elle roulait dans le cassoulet, c'est littéralement. Et on cherchait à la relever, mais comme elle était tellement ronde, elle était au milieu des haricots. Voilà, l'histoire du cassoulet. Et bon, ça a un rapport uniquement avec la feijoade de Lauzier, parce que Lauzier était très porté sur le Brésil. Il avait fait un film porno, Lauzier, tu m'avais dit, non? Ah oui, c'est étonnant. C'est que Brett Escher, qui travaillait donc au Nouvel Obs, lui téléphone en disant, dis donc, on va faire un film porno, tu viens avec nous? Il était surpris. Il dit oui, et tous les types du Nouvel Obs y étaient allés comme ça. Et il arrive au studio, il est seul. Tout le monde s'est dégonflé, tu vois. Et tu vois, le metteur en scène dit, bon tu te déshabilles vite, là. Allez, tu te déshabilles.
Bon, on le déshabille littéralement, tu vois, et on le met sur une croix comme ça. Je ne sais pas ce que les actrices lui ont fait, mais toujours est-il qu'il me disait, ces cons-là, ils repassent tout le temps ce film à minuit. Alors qu'il avait honte. Il ne pouvait pas échapper à ce film. Ouais. Mais c'était un des types les plus intelligents que j'ai rencontrés. Ouais. Et en plus, dans la bande dessinée, il a fait des petits chefs-d'œuvre, littéralement. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et souvent des bons films, d'ailleurs. C'était des bonnes adaptations qu'il mettait en scène lui-même, parce qu'il est devenu metteur en scène par la suite. Oui. Et il avait plutôt du talent, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que le plus beau métier du monde, c'est un beau film, avec Depardieu. Et Michel Larocque était merveilleuse dans le film, parce que je me rappelle, elle voulait refuser de faire l'amour avec lui, mais elle en avait envie quand même. Ouais. Et ça, ce que fait une femme, elle dit, non, arrête, écoute, oh, mais arrête, tu m'embêtes. Elle le jouait très, très bien. Raconte-nous ton expérience avec lui sur le dîner de cons, ça, c'est intéressant aussi. J'étais à Los Angeles, tu vois, il est venu me rejoindre, et puis tout à coup, j'avais eu une idée qui était l'idée du dîner de cons, qui était donc un type méchant qui invitait, avec des copains riches et méchants, le type le plus con qu'il pouvait rencontrer. Basé justement sur Jean Castel, je crois. Oui, c'est Jeune Jean de chez Castel, oui. Et je dis ça à Lausier, et je dis, Gérard, tu vois, moi je suis en train d'écrire un scénario, je voudrais en faire une pièce, alors fais la première mouture, moi je ferai la deuxième mouture, et on partage les droits. Il dit d'accord. Et 2 mois plus tard, je l'appelle, et je lui dis, alors ça avance, et il me dit, non, c'est pas un sujet. Wow. Fou. Hein. Ouais. Alors j'ai dit, ah bon, un peu découragé, tu vois. Et j'appelle ma sœur, qui était directrice artistique du Théâtre de la Renaissance, une professionnelle donc, tu vois. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? C'est pas bon, non. C'est pas bon. Tu te rends compte comme c'est encourageant. Il fallait pas le faire. Visionnaire. Et puis je me dis, mais c'est que ça arrive souvent, ça. Hein, voilà. Faut se méfier. Ouais, tu parles. Et puis je me dis, bon, bah, je le fais quand même. Ouais. T'as bien fait. Est-ce que tu as travaillé sur Mon père, ce héros ? Oui, parce que voilà, Gérard était un type qui était perfectionniste. Le malheureux, qu'est-ce que c'est douloureux, tu vois. Et il avait commencé Mon père, ce héros. Et puis, il n'y arrivait pas. Et il m'a appelé un jour, il était à l'île Maurice. Il sortait d'un orage atroce et on était tout le temps coupés. Moi, j'étais à Los Angeles. Et il me disait, je tourne en rond, je tourne en rond. Je lui dis, comme Bernard Blier dans le Grand Blond. Je tourne en rond, tourne en rond, on tourne en rond. Merde, on tourne en rond. Ouais. L'accélérateur de comédie, comme l'appelait Yves Robert. Ouais. Donc, il m'appelle et il me dit, je ne sais pas quoi foutre. Je dis, mais viens à la maison. Et il arrive à Los Angeles, c'est pas direct, tu me diras. Mais enfin, toujours est-il donc qu'il me donne la dernière mouture, je la lis, et je dis, mais c'est formidable. Il dit, non, tu dis ça pour me faire plaisir. Je dis, non, c'est formidable. Et je téléphone à Depardieu. Et je lui dis, Gérard, écoute, il faut que tu lises ça. Et à l'époque, Depardieu était chaud. Il n'était pas en torse qu'il est devenu, quoi. Et il était encore très, 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 très talentueux, pour ne pas dire génial. Et Depardieu, mais c'est vrai. Il a craqué, ça y est. Enfin, j'ai dit ça, c'est pas méchant, dans la mesure où... Écoute... Gérard, si tu nous entends. Gérard a dit, en parlant de moi, un type qui fait faire 35 prises ou 45 prises, c'est un pervers. Pourquoi il fait 5 films avec moi, alors ? Donc, c'est pas une vengeance, mais toujours est-il donc que j'appelle Depardieu. Et Depardieu le lit, il me dit, oui, je le fais. Et le film est parti en fusée comme ça. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas arrêté de dire dans les journaux que c'est moi qui avais écrit le script. D'accord. Ce qui est archi faux, tu vois. Ouais. De même que ça, les journalistes, c'est étonnant. J'ai une licence en droit depuis des années, moi. Alors, j'ai jamais fait de droit. Tu sais, c'est rentrer dans une biographie, une bio, et ça y est, c'est collé pour la vie. Et d'où ça vient ? Vous avez même pas un peu rebidouillé 2-3 répliques et tout ça ? Comment ça peut grossir ? Non, absolument pas. On sait pas. J'ai aidé le film à se faire, si vous voulez, et on m'a demandé de le retravailler pour l'Amérique. Et c'est peut-être ça, parce que je devais faire le film. C'est vrai qu'il y a un remake américain. Oui, et je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, bon, j'ai retravaillé sur le scénario, tu vois, quand même. C'est Lausier qui a mis en scène le remake américain ? Ah, pas du tout. C'est un type qui s'appelait Steve, qui avait fait Freezing, tu sais, avec Mel Gibson. Et qui était mauvais, pas bon du tout, quoi. Alors, non, mais je parle à mots couverts, tout ça. Hein. Il y a un truc, alors, j'ai eu l'occasion, on m'a contacté, je pense, par Schnock. Il y a un éditeur, il y a 1 an, qui m'a contacté pour écrire une biographie de Lausier. Waouh, ça vaut vraiment la peine. Hein. Oui, mais ça ne se fera malheureusement pas, pour des raisons financières. Mais j'ai commencé à bosser, parce que je suis quelqu'un qui travaille. Donc j'ai rencontré madame, je ne sais plus son prénom. Michel, ouais. voilà. Qui est libanaise. Ouais,
femme charmante, avec qui j'ai longuement discuté, qui me racontait un truc très intéressant, parce que je m'étonne, comme souvent, c'est un de mes rôles, c'est que c'est très mal réédité, l'osier. Hein. Les BD, c'est pas... C'est vrai. Voilà, et elle m'a confirmé, c'est dommage. Elle m'a confirmé qu'il fallait emmerder Dargaud pour tout ça. Et c'est vrai que d'une certaine façon, l'osier est un sujet intéressant parce qu'en effet, comme on dit aujourd'hui, on pourrait plus dire ça. Et c'est vrai que c'est tellement méchant. Ah, c'est hallucinant. Tellement dur, tellement vrai, tellement lucide que c'est quasiment insoutenable pour la société d'aujourd'hui. C'est vraiment fantastique. Il y a notamment une bande dessinée où tu as une fille qui arrive et qui dit qu'on l'a violée. Et elle tombe sur une Gisèle Halimi et tout un tas de bonnes femmes. On va attaquer ces mâles déconstruits, ces encouillés, etc. Tu vois. Elle est là. Petit à petit, on découvre que c'est un transgenre à l'époque, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, elle a sodomisé son père qui était arabe. C'était complètement fou. Il aurait été cancel tout de suite. Et je voulais dire un truc, parce qu'aprais je vais oublier, mais elle me disait un truc qui est très intéressant aussi, et ça vous intéressera peut-être, parce que je lui disais, donc du coup, c'est mal réédité. Alors, je parlais pas d'argent avec elle, mais les films, il y a des films, il a fait des films comme La tête dans le sac ou Petit con, qui sont pareils, qui sont quasiment invisibles. Donc je commençais à avoir des discussions sur ça va, les fins de mois et tout ça. Et elle me disait, vous vous rendez pas compte à quel point les pièces de théâtre qu'a écrit Gérard nous rapportent d'argent. Parce qu'en fait, ce sont des pièces... T'empêches tout le monde de dormir. Oui, t'empêches tout le monde de dormir. La porte après l'ascenseur, là, je sais pas quoi. Elle m'a dit, ça continue à être joué en Russie ou je sais pas quoi. Et on a d'énormes droits d'auteur venant des pièces de Gérard. Et donc, c'est non seulement un dessinateur, BD, cinéaste, scénariste, et c'est aussi un auteur de théâtre. Absolument, on oublie souvent ça. Qui marche. Alors, je ne sais pas s'il est joué encore à Paris, en France, mais apparemment... Oui, je fais un bémol quand même. Oui, non, mais dites-moi, je suis joué aussi, parce que j'ai fait 7 pièces de théâtre. Non, mais bien sûr. Mais ça ne rapporte pas tellement d'argent, en fait. Pour Michel, c'est peut-être très important, si vous voulez, parce que je ne sais pas ce qu'il lui a laissé. Ouais. Mais malheureusement, si vous êtes dans les pays de l'Est, pardon Katia, si vous êtes dans les pays de l'Est... Tu as réveillé Katia. Et c'est vrai que si tout à coup vous êtes payé en zloty, si vous êtes payé en kopek ou en rouble, etc., maintenant le rouble a monté, parce que Poutine est vigoureux, comme on s'en est rendu compte, hein, les Ukrainiens, nous autres. Mais enfin, toujours est-il que c'est vrai, il vaut mieux être joué dans les pays à forte monnaie. Et ça ne nous arrive pas, ni à Lausier, ni à moi, ou très rarement, vous voyez. Ça vous fait beaucoup de points communs, quand même, hein, quand on y pense, hein, avec Gérard. On se ressemblait énormément, effectivement. Vous étiez rencontrés comment, en fait Je ne me rappelle pas notre rencontre, exactement. Je sais qu'on se connaissait depuis très longtemps. Et je sais que c'était un vrai personnage. C'est-à-dire que... Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'était un personnage. Il était... ce qui s'est passé au Brésil... Ah oui, je sais aussi un détail de sa vie qui est intéressant, c'est qu'il est tombé amoureux chez Raspoutine d'une tzigane très jolie, et il allait la chercher toutes les nuits. Mais les tziganes, quand ils s'y mettent, c'est très tard le matin, tu vois, c'est-à-dire que c'était... Ils pleuraient tous. Et Lausier, qui était tellement français, était installé là-dedans comme ça en attendant qu'elle vienne. C'était Teresa. Elle s'appelait Teresa. Et il y avait un vieux qui s'appelait Maïlov, qui était un de ces vieux tziganes qui n'ont plus de voix du tout et qui chantent comme ça. Mais c'est vrai. Et alors, la pauvre Teresa, la mère Teresa, parce qu'elle a non, pardon, la pauvre Teresa était adorable, mais qu'est-ce qu'elle a pris à la santé de Gérard? Et ça, c'est le personnage. C'est un passionnel, pour ne pas dire un passionné, tu vois. Et quand donc il y a cette étape brésilienne, en effet, en fait, il commence assez tard pour l'époque. Hein, même la BD, il doit avoir déjà 40 ans. Hein, tu sais, moi, j'ai commencé à 30 ans. Oui, non, mais à l'époque, c'est très tard. Tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu commun, mais commencer des virages professionnels à 40 ans comme ça, BD, ciné, machin... Il est venu à la mise en scène tard aussi. Hein. Il est venu à la mise en scène assez tard aussi également. Il a tout commencé. Mais c'était un personnage, je ne peux pas dire mieux. J'ai eu 2 très, très, très bons amis dans ma vie en tant qu'adulte. Parce que les amis que tu te fais quand tu es étudiant, que tu sais, bon,
tu peux les garder toute ta vie, mais c'est pas la même chose que se faire un ami adulte. Ouais. En général, c'est des relations. Déjà, il y a une croûte d'indifférence, une croûte de désespoir, de déception, etc., qui fait que tu te méfies des gens. Et là, j'en ai eu 2, c'était Gérard Lauzier et un type qui s'appelle plus malheureusement Bob Chartoff, et qui était le type qui a fait les Rocky et Raging Bull avec Winkler. Et c'était un personnage, le seul Américain que j'ai rencontré qui était un être humain, tu vois. Ouais. Je viens de mettre 370 millions de gens à dos. C'est un producteur. Un producteur, Ouais. Ah ouais. Un type magnifique. Mais alors, voilà. Il était très pote aussi, je crois, avec Guy Marchand, je crois. Guy Ouais, il Marchand, était La tête dans le sac, qui jouait dans La tête dans le et sac. qui joue, Ouais. qui est dans Un petit con. Ouais. Qui est très bon. Qui est magnifique, qui ressemble pas au personnage de la BD une fois de plus, mais je crois que ça Non. n'existait pas. Alors pour revenir à Je vais craquer, tiens, pendant que j'y pense, Ouais. que j'ai relu hier, il faut quand même que je... Le personnage de la BD qui joue Jérôme Ozandron, là, Ouais. il est beaucoup plus détestable dans la BD. Il a un visage horrible, je me rappelle. Ouais, Il est un peu nazi. Ouais, c'est ça. Ouais. On se comprend. Mais et Clavier le rend presque sympathique. C'est vrai. Donc ça change un peu Je suis pas l'objectif. tout à fait sûr. Là, Ok. moi. Et autre truc très intéressant, c'est que la femme Que joue dans, la Nathalie BD, Baye, ouais. dans la BD est Ouais. une bombe. Ah ouais. Alors je dis pas que Nathalie Baye n'est pas une bombe, Ouais. mais on comprend pas très bien dans la BD pourquoi il va s'emmerder avec Natacha et Malika et Alors que Idul, sa femme est très alors que belle. sa femme est magnifique. Ouais. Nathalie Baye est magnifique, mais Nathalie Baye arrive très bien à passer de l'aspirateur à Ouais, de quelqu'un à la d'un peu robe de plus soirée. ordinaire. Donc, Ah ouais, effectivement. il y a un truc là qui Ouais. est peut-être mieux dans le film d'ailleurs, qui est Sûrement. plus crédible. Sûrement. Ouais. Ouais. Mais moi, j'étais étonné par le charme et on peut presque dire la séduction de Nathalie Baye. Elle est très jolie dans le film, ouais, Elle est effectivement. mignonne, Ouais. ouais. Ah ouais. Aussi bien en femme d'intérieur que Ouais. par la suite, quand elle met une robe du soir, elle est très très belle. Ouais. Et ouais, non, mais c'est Ouais. complètement crédible qu'elle se fasse piquer par l'autre. Sacha, là. je crois qu'il s'appelle, cette Ouais, espèce de Sacha. type. D'ailleurs, c'est très bien fait. Ces fêtes parisiennes sont incroyablement bien faites. On sent que Lauzier y était, quoi. Et que c'est Mais bien. Lauzier avait eu une vie extraordinaire. Je peux vous raconter une histoire osée. Volontiers. oh oui. Il y avait une femme qui s'appelait, je crois, Bourdon, de son prénom, et qui était une grande organisatrice de plaisir XC, tu vois. Et un jour, elle appelle Gérard, qui était friand de tout ça, plus en tant que voyeur, parce que c'était un type qui adorait regarder le monde. Ouais. Et celui-là, Et particulièrement. le dessiner ensuite. Oui. Et il dessine Elle très lui bien. dit, Magnifique, j'organise une sex group, hein, mais en province, c'est-à-dire moitié parisien, moitié provinciaux. C'est déjà étonnant. Et il raconte l'histoire, après tu pourras couper éventuellement, parce que bon, elle est un petit peu Pas hissée, sûr. hein. Ouais. Et il raconte l'histoire, il arrive, je sais pas, à Limoges, je sais pas, dans un endroit comme ça, et il y avait 10 couples limougeaux et 10 couples parisiens. Et Interville. cette Madame Bourdon, j'ai dit Limoges, c'est peut-être une autre ville, hein. Et cette Madame Bourdon était le chef d'orchestre de cette histoire. Et elle dit maintenant une chose originale, comme ça, et tous les gens étaient comme ça, un peu transis, parce que ce sont les hommes qui vont se déshabiller et les femmes qui vont être habillées à table. Et tous ces malheureux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir les attraits que peuvent avoir les femmes nues, c'était simplement des partouzards, quoi, se retrouvent à poil et viennent s'asseoir autour de cette table. Et c'est terrible, c'est des chaises en plastique, me dit Lauzier. C'est fait que quand tu es nu sur une chaise en plastique, quand tu te lèves, la chaise se lève. C'est une scène pour ces films, ouais. Et tu as les discussions, me dit Lauzier, qui voyait les choses tellement bien d'avant par tous, sont extraordinaires. C'est d'une platitude. C'est le genre, ça roulait mal aujourd'hui. Hein. Ah oui. Et quand il Grande scène de pleuviote comme film, ça, ouais. il pleuviote comme ça roule mal. Ah oui, c'est ça. Et puis on se rendait compte que ça commençait à traîner tout ça, parce que et tout à coup il y a le spécialiste, c'est-à-dire qu'on invitait une espèce de bout en train comme ça, et on lui dit allez, vas-y, Robert. Je sais pas, il s'appelait peut-être pas Robert d'ailleurs. Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Il arrive et il y a une petite femme qui était assise comme ça en train de manger son camembert. Il l'attrape, il la pose sur la table comme ça. Et il commence à faire ce que vous imaginez. Et tout à coup, le mari, un petit bonhomme se lève en disant il l'a drogué. Il l'a drogué. Parce qu'elle commence à jouir, c'est ça? Elle commence à jouir. Et il n'avait pas l'habitude de la voir comme ça, lui, le malheureux. Et il attrape cette pauvre petite femme et il la sort comme ça de la salle. Ah, Voilà le genre terrible. d'histoire que Lauzier pouvait raconter. Tu vois. Ouais.
Alors évidemment, c'est un peu osé pour le podcast. Mais et pour Katia, je m'en excuse auparavant. Oui, mais Katia, maintenant, elle est née à Sakhaline. Kanieshna. Enfin, non, c'est magnifique, il faut garder ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Rated X. Le seul podcast Rated X. NC-17, ouais. Mais il y a une histoire magnifique avec Pascal Jardin, puisqu'on est dans l'obscénité, on reviendra très vite à Je vais craquer. Mais il y a un truc, c'est que Pascal Jardin ne connaissait pas Madame Claude. On lui dit, tu connais pas Madame Claude? Mais non, mais il faut que tu vois, c'est merveilleux. La madame, toi, ça te dit quelque chose, Katia ne peut pas comprendre, mais Madame Claude, c'était la madame qui avait les plus belles filles de Paris, etc. Et tu appelles simplement, alors il appelle, on lui dit au téléphone, bon, très bien, oui, monsieur, oui, vous voulez une dominatrice? Et il ne comprend pas très bien. Il répond, oui, pourquoi pas, oui. Et il y a un coup de sonnette, il y va avec son petit peignoir, c'était fait propre, comme ça, tu vois, il a un peu de parfum sous les bras, etc. Il y va, il ouvre la porte, et il y a une femme d'1m80, en noir complètement, mais presque comme les gauchos mexicains, c'est-à-dire avec des trucs en argent sur les cuisses, qui entre dans la pièce, tu lui envoies une énorme baffe dans la figure en disant à genoux, salaud. Et Lausier, je dis Lausier, Jardin, ça lui arriver. Enfin, toujours, donc, Pascal Jardin le regarde stupéfait, il lui renvoie une baffe. Elle lui dit avec une voix de petite fille, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils étaient sortis de leur rôle. Elle n'avait pas l'habitude d'avoir des... Bon, on revient au film, excusez-moi. C'est des scènes de film, tout ça. Je suis pas sûr qu'on revienne au film, parce que là, on fera pas mieux, là. Si, parce qu'il y a des choses à dire sur le film. Et je suis ravi que tu sois là, Alistair, parce que tu l'as vu hier et tu l'as aimé il y a quelques années. Mais il y a des choses formidables dans le film, tu vois. C'est-à-dire que le chemin de croix de ce type, qui lui-même est un mauvais larron, tu vois. Ouais, c'est ça qui m'a étonné, parce que moi, je me rappelais un type qui était plus sympathique. Ouais. Parce que c'est affreux ce qu'il fait avec Anémone. Et avoir cette espèce de boulet derrière toi, tu te rends compte? Après ce qui nous est arrivé. Mais il ne nous est rien arrivé. Il ne nous est rien arrivé, tu vois. Ouais. Mais si. Et cette espèce de candeur comme ça. On a baisé une fois. C'est une espèce de drame comme ça. Ouais. Mais moi, c'est important pour moi. C'était formidable. Tu vois. Oui, comme elle l'attend en bas dans la voiture pendant que le type est en train de défoncer la voiture, tu te rappelles ça, c'est très bien. La fin est d'une cruauté. Alors c'est pour ça que je me demande d'ailleurs, c'est sans doute pas une des raisons pour lesquelles il passe pas à la télé, mais entre autres, je pense que la fin est d'une dureté, d'une cruauté sur ce personnage. Ah ouais. Terrible. C'est la dernière phrase du film. En pensant à ma vie, à moi, souvent à cette fin de film. Non, mais sans rire. Il est facile de s'identifier au personnage de Clavier dans le film. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait penser beaucoup finalement au Magnifique. Alors, je sais que c'est pas un bon souvenir peut-être pour vous. Non, peut-être. Mais ce côté romancier raté. Oui, mais attends. Truc imaginaire. C'est que malheureusement, Belmondo a fait les deux rôles. Parce que moi, je voulais avoir un type qui est le romancier raté et qui tout à coup se magnifie en essayant de jouer être un espion. Alors que Belmondo, lui, il était obligé de composer dans le raté pour être ce qu'il est. Vous vouliez deux acteurs différents? Non, il voulait Jean-Yann. Je voulais Jean-Yann pour jouer et tout à coup, c'était un véritable acteur. Je ne dis pas que Belmondo n'en était pas, mais c'est une star, c'est tout à fait différent. Et donc, c'est-dire qu'il est remarquable en Bob Sinclair et un peu moins crédible en François Merlin, peut-être. Sinon, il est complètement parodique. Avec la cigarette, comme ça. Il est parodique. Ah ouais. Alors que j'aurais voulu quelqu'un de sincère, vous voyez. Et Jean-Yann, il aurait été bien, vous croyez, là-dedans? C'est formidable. C'est-à-dire que tout d'un coup, Jean-Yann habillé comme Sean Connery, ça aurait été quelque chose, tu vois. Oui, mais alors du coup, l'inverse aurait peut-être été vrai. C'est-à-dire qu'il aurait été très crédible en écrivain. Mais il aurait été... Et un peu moins Bob Sinclair. Non, mais c'est même pas ça, c'est que... Un type qui se prend pour Bob Sinclair ouais. et qui a les vêtements de Bob Sinclair. C'est Walter Mitty, tu sais, le film. C'est-à-dire, c'est idiot de prendre un vrai héros pour le jouer. Bon, bref. C'est fait. Hein. Il y avait ce côté romancier un peu là, à la fin, là, quand il y a cette scène magnifique où il est sur un yacht. Il se rêve, effectivement. Où il se rêve. Oui. C'est extraordinaire. Ça me fait hurler de rire à chaque fois. Et ça doit faire... Je pense 30 fois que je vois ce film. Extraordinaire. Hein. Et ça me fait rire toujours. Je ne l'ai pas vu là parce que je voulais me... Ça, c'est étonnant. Oui, moi, je l'ai vu 2 fois. Quand ça arrive, cette scène, ça me fait toujours rire. Ouais. Et en fait, c'est tout le délivré de Clavier en fait, qui me fait hurler de rire, qui doit sans doute maintenant
me faire penser à moi, je pense, d'une certaine façon. Et pourquoi j'ai regardé ce film quand j'étais petit? J'ai peut-être été influencé, on ne sait pas. C'est drôle. Mais ça me fait tu ramènes toujours ta biographie dans celle-là, et ça m'étonne, parce que toi, tu regrettes de ne pas être un artiste. Mais non, parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai fait des albums, j'ai fait des concerts, je suis un artiste. Ah ben c'est ça, oui. Mais je ne me sens pas du tout dans la position de ça, mais il y a toujours la crainte de ça. Sur la crainte... Ouais. Justement d'être à la place de Clavier à la fin, qui recroise sa femme avec quelqu'un d'autre, et lui a finalement été obligé de se plier à la dure d'abandonner son rêve, et de garder Anémone, quoi. C'est toujours c'est d'une violence pour moi hallucinante, quoi. Ça fait marrer. Terriblement violent pour Anémone, effectivement, à la fin, qui est magnifique. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans le Paris des années 80. Alistair, tu reviens quand tu veux. Papa, si t'en as pas marre, tu es toujours le bienvenu. Et l'histoire sur Oscar Wilde que je vous dis, c'est qu'il dîne très mal chez une maîtresse de maison, et il part vers la porte avec elle. Elle lui dit « Il faudra revenir dîner ». Il dit tout de suite, parce qu'il n'avait pas assez mangé, tu vois. Quand on te dit « Tu reviens quand tu veux », tu dis « tout de suite ». Voilà. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alistair, on nage en plein érotisme. Francis Weber, reviens s'il te plaît Gérard. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast ringard et inadéquat. Et maintenant, je vais aller chez Castel pour me prendre une veste avec Natacha. Toi, tu dis Alistair, tu te présentes, bon, et tu dis mon premier Kinopod. Kinopod, c'est le nom de l'émission, c'est le nouveau nom. Ok. Et je craque déjà. Donc, je suis Alistair, c'est mon premier Kinopod et je craque déjà. Voilà. Okay. Moi, j'ai décidé de dire la définition de la conscience de Sartre. Tu la connais, non? Non, mais vas-y. C'est la conscience est un être pour lequel il est question de cet être, en tant que cet être est un autre être autre que lui-même. Ah ouais, c'est beau. Ça, c'est de la catchphrase. Et moi-même, j'ai rien compris. Alors, Sartre non plus. La mienne, c'est vrai, il y a un type qui a dit un philosophe que je ne comprends pas est un idiot. Bon, vas-y, dis ça alors. Non, pas du tout. Ah bah du coup, je me rappelle plus ce que je dois dire. Voilà, bravo. C'est un être pour lequel alors, Alistair, mon premier Kinopod et je craque déjà. Ok. Ou alors c'est mon premier, comme tu m'as rewrité un peu. C'est mon premier Kinopod et je craque déjà. Je suis pas trop Weberien dans le perfectionnisme, comme tu vas le voir. Moi, Francis Weber, je vais craquer à force de venir dans ce podcast. Je vais craquer à force de venir dans ce podcast, d'accord, oui. Ça, tu peux, ça part à partir du cœur en plus. Merci beaucoup. Il faut pas qu'on voit la marque. Ça, si vous pouvez regarder la marque, personne n'achète ça à part mon fils. Ah, c'est filmé? Oui. Ah, si tu avais su, tu te serais maquillé. J'allais faire une plaisanterie de cet ordre-là. Non, mais t'es très beau, là. Tout en noir et tout. Je me suis lavé les cheveux in extremis, j'ai eu du bol. Hein. Si je continue à faire des podcasts, je vais craquer, c'est ça, moi? Non, je vais craquer à force de venir dans ce podcast. Ah, je vais craquer à force de dire, oh là là, je demande un effort de mémoire terrible. Je peux te l'écrire si tu veux. À force de comme Brando, je te le mets sur un anti-sèche comme ça. Ouais. Je me l'écris sur le à force front. de venir dans ce podcast. Je vais craquer à force de venir dans ce podcast. Et Alistair, mon premier Kinopod et je craque déjà. Merde, ça y est, il a vraiment craqué. Non, si, il faut qu'on l'enregistre vite parce que je vais le perdre dans 5 minutes. Ok, let's go, allez. Mon prénom et nom, c'est quoi, moi? Le type qui a Alzheimer. En fait. Bon, allez. Je finis mon café. Ne rions pas. Prêt.